Nous avons vu une telle tempête de désinformation et de mensonges. Aucune autre guerre n'est évaluée comme celle de Gaza, avec une telle focalisation sur les chiffres à cause du Hamas. Oui. En fait, nous jouons selon leurs règles. La grande erreur d'Israël ces dernières années a été de vouloir contrer l'émotion par des faits. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans le studio à Jérusalem Andrew Fox, chercheur principal à la Henry Jackson Society et une voix de la raison pendant ces dernières années de guerre. André, bienvenue. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Eh bien, j'adore le fait que vous veniez si souvent en Israël et je vous remercie d'être cette véritable voie de clarté dans le désert qu'a été le brouillard de ces 2 ans et demi, non seulement de la guerre militaire, mais aussi, bien sûr, de la guerre narrative. Oui, il s'agit de maintenir l'équité dans la conversation. Eh bien, absolument. Il s'agit simplement d'une représentation équitable et de traiter Israël comme les autres pays. C'est en partie pourquoi nous sommes ici, je suppose, à cause du deux poids, deux mesures, non? Oui, exactement. Vous savez, on a vu un véritable déferlement de désinformation et de mensonges, et une norme vraiment différente appliquée à Israël. Vous êtes en surprise? Étiez-vous engagé dans des activités liées à Israël avant le 7 octobre? Eh bien, J'étais universitaire spécialiste du Moyen-Orient avec un master sur les questions stratégiques de la région. J'en connaissais bien l'histoire. Et vous savez, même en remontant aux années 70, si vous regardez par exemple les médias en Allemagne de l'Ouest, les médias plutôt de gauche et pro-soviétiques utilisaient exactement la même stratégie que celle que nous avons vue ces 2 dernières années et demie. oui. Mais cette fois, c'est amplifié par les réseaux sociaux, les nuées de bots et les nouvelles technologies comme les deepfakes et l'IA. Donc, vous savez, ça s'est déjà produit auparavant, mais jamais à une échelle comme celle qu'on voit aujourd'hui. Et ça continue encore. Oui, ça continue encore. Mais vous êtes intervenu assez tôt pour dire, eh bien, calmons-nous, tout le monde. Au milieu d'une guerre, on ne connaît pas les chiffres. Tout le monde est devenu tellement obsédé par ces chiffres, alors que chaque jour, il y a un nouveau mensonge qui apparaît, vous savez, et qui remonte à la surface. Oh non, eh bien, peut-être qu'il y en a eu autant de tués ou autant d'autres tués, ou peut-être qu'il y avait moins d'innocents. Et tu en as beaucoup parlé. Quel est ton avis sur cette affaire? Je pense qu'on peut diviser cela en deux parties. Il y a la partie qui concerne les chiffres immédiats. Oui, Quand quelque chose se passe et qu'ils annoncent 500 morts, oui. Et tu te dis, ça ne peut pas être vrai. tu ne peux pas vérifier ça en 5 minutes? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Exactement. Non, j'ai moi-même demandé des frappes aériennes en Afghanistan. Je sais comment ça se passe. Je connais le chaos. Je connais les dégâts qu'ils causent aux bâtiments et les décombres. Et tu ne peux tout simplement pas donner un chiffre aussi rapidement. Donc on sait que c'est n'importe quoi. Et puis, quand il s'agit de l'autre moitié de tout ça, tu sais, la fameuse liste qui est mise à jour tous les jours et que l'ONU brandit et que les médias du monde entier relaient, c'est une tactique délibérée. C'est absolument une tactique délibérée de la part du Hamas. C'est ça, Parce qu'aucune autre guerre dans le monde n'est comptabilisée de la même manière que celle de Gaza. c'est ça. Sur Wikipédia, le nombre de morts en Afghanistan présente une marge d'erreur de 100 000, Alors, combien? une guerre de 20 ans. Combien y a-t-il eu de victimes en Afghanistan? Juste selon les chiffres de Wikipédia, quelque chose entre 100 000 et 200 000. Donc entre 100 000 et 200 000, ce qui signifie qu'encore aujourd'hui, des années après la fin de la guerre, il n'y a toujours pas de réelle clarté sur les chiffres finaux. Et pourtant, on exige d'Israël une norme folle, comme s'il devait tout savoir dès le lendemain. Oui, en fait, ça n'a pas d'importance. Cela peut paraître froid car chaque mort compte pour les proches. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance humainement, bien sûr que si. Sur le plan juridique et stratégique, l'essentiel est de savoir comment ces personnes sont mortes. Était-ce légal et proportionné? Oui, C'est la question à poser. En nous focalisant sur les chiffres, comme le fait le Hamas, nous jouons leur jeu. Nous présentons l'argumentation selon les termes qu'ils veulent que nous utilisions. Je l'ai fait. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres et j'ai publié cet article par l'intermédiaire de la Henry Jackson Society. Mais avec le recul, je le regrette un peu parce que moi aussi, je me suis laissé entraîner à jouer leur jeu. mais on l'a tous fait, n'est-ce pas, Andrew? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? On est condamné quoi qu'on fasse, et condamné si on ne fait rien. Si on ne trouve pas d'arguments crédibles contre les mensonges et les calomnies, alors on ne réagit pas. Si on réagit, on joue leur jeu. On jouait leur jeu dès que le 7 octobre est arrivé, parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? D'une certaine façon, ils nous ont mis échec et mat. Oui, et je pense que ça soulève un autre problème, c'est que le Hamas est un ennemi très efficace. Oui, Vous savez, il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis. Je pense que le Hamas est très intelligent et stratégique. Ils savent exactement ce qu'ils font. Je suis certain qu'ils ont des psychologues dans leur équipe, vu la cruauté ciblée et certaines actions qu'ils ont commises. avec les otages, tu veux dire? Oui, c'est un très bon exemple. Tu sais, ils savent exactement ce qu'ils font et ils sont très doués pour ça. Oui, ils sont très doués pour ça et excellents dans la propagande. Et bien sûr, quand les Qataris injectent de l'argent dans, tu sais, Al Jazeera, que j'ai appelé la télé de Goebbels, alors
La combinaison, c'est la campagne de délégitimation et de diabolisation que nous avons vue au cours des 2 dernières années et demie, où les gens sont obsédés par les chiffres alors qu'ils n'auraient jamais connu aucun chiffre pour aucune guerre auparavant. Maintenant, tout le monde est expert, Andrew. Tout le monde. Oui, et bien sûr, l'industrie de la désinformation multiplie ce chiffre par 10 avec un modèle statistique aléatoire inventé. Exactement. Et c'est ce fouet qui est utilisé pour frapper Israël. Oui. Donc oui, Eh bien, je crois que tu vas sortir un livre dans les prochains mois qui s'appelle Rédemption, la guerre sur 7 fronts d'Israël. Parle-nous un peu de ce livre que tu as écrit. eh bien, mon inspiration vient vraiment tout d'abord, tu sais, ça commence avec le fléau du 7 octobre. Et puis, il y a cette histoire de rédemption tout au long de la guerre, car Israël s'est maintenant, militairement et stratégiquement, placé dans une position bien meilleure qu'au 6 octobre, il n'est plus encerclé par tout le monde. Il est essentiel de ne pas considérer un seul front de cette guerre isolément. Tout cela est lié. On a à peine rapporté en Occident que des milliers de personnes ont été déplacées du nord d'Israël à cause des roquettes du Hezbollah. Cela a été ignoré jusqu'à ce que l'opération des Beepers le mette en avant dans les journaux du monde entier. Les fronts syriens, yéménites et iraniens sont tous liés. Et ce qui s'est passé sur l'un a eu des répercussions sur ce qui s'est passé sur les autres. Donc je pense que c'est vraiment important de raconter cette histoire dans son ensemble. C'est donc ce que je vais essayer de faire quand j'aurai terminé mon livre. C'est incroyable, tu as vraiment raison. Je ne crois pas que les gens le voient. Mais toi, en tant qu'experte militaire, as-tu eu l'impression que tout cela avait été planifié par tous les proxys en même temps? Penses-tu qu'après l'entrée en action d'un groupe, les autres ont suivi par imitation? J'ai le sentiment que Sinwar est intervenu tôt. C'était toujours prévu ainsi. Il a attaqué trop tôt, n'est-ce pas? Oui. Et si tu parles au commandement nord de Tsahal, ils ont toujours été inquiets pour le 7 octobre. Mais venant des forces Radwan du Hezbollah plutôt que des forces Nukba du Hamas, Oui. ils étaient prêts et préparés. L'une des meilleures décisions de la guerre fut de placer des divisions dans le nord, ce qui a, selon moi, dissuadé le Hezbollah. Le lendemain, le 8. Je pense que c'était le 7 en fait. Le 7? Ouais. Tu sais, l'une des premières décisions que Galland a prises a été de déplacer ses divisions vers le nord, et je pense que ça a potentiellement empêché que la situation ne s'aggrave autant qu'elle aurait pu. Ouais. Tu sais, à chaque fois que je me sens bouleversée ou traumatisée par le 7 octobre que nous avons tous vécu ici, comme tu sais, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu imagines si le Hezbollah avait attaqué le 7 octobre ainsi que l'Iran et les Houthis? Je veux dire, qu'est-ce qui se serait passé? Ouais, je veux dire, c'est impensable, c'est vraiment impensable. Donc le fait qu'il soit intervenu plus tôt, pour une raison ou une autre, à cause des communications ou pas, peu importe, je ne sais pas, il pensait qu'il allait avoir plus de chance. Je suppose que c'est ça qui a déterminé le cours de la guerre pour ces 2 longues années douloureuses. Oui, c'est une évaluation juste. Il faut toujours analyser les deux camps. Oui, Donc nous devons analyser la prise de décision israélienne, mais il faut aussi analyser celle du Hamas, absolument. parce que c'est comme ça qu'on tire des leçons. Oui, Je pense qu'en analysant ces décisions, cela a probablement eu lieu début octobre, avant le 7, lors du processus décisionnel du Hamas. Je pense que si vous regardez les documents trouvés sur certains des combattants qui ont traversé la frontière, ils avaient vraiment prévu d'aller jusqu'à Jérusalem s'ils le pouvaient. vraiment? Oui, ils comptaient aller aussi loin que possible en Israël. Et en même temps, Ne surestimait-il pas leur capacité? c'est l'autre aspect de la chose. Exact. La raison pour laquelle ils ont diffusé en direct tout ce qu'ils faisaient, c'était pour deux raisons. Premièrement, cela démontre leur force. Ensuite, je pense que l'objectif était d'inciter la Cisjordanie, le Hezbollah et peut-être même la Syrie à se soulever, à motiver tout le monde. Regardez ce que nous avons fait. Allez, faisons de l'entité sioniste une chose du passé. Qu'est-il arrivé au reste de leurs soi-disant camarades alliés? Vous pensez qu'ils étaient vraiment «Oh non» ou qu'en pensez-vous? Pourquoi croyez-vous qu'ils n'ont pas été inspirés? Oui, je pense que l'effet dissuasif du déplacement de Tsahal vers le nord a été énorme. Je ne peux pas minimiser cela. C'est une perspective intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. Et puis, bien sûr, il y avait aussi une présence américaine significative. C'est vrai, Biden a fait sa part au début de la guerre. Il a dit «N'y allez pas» et il a déplacé des forces militaires, envoyé le porte-avions dans la région. Je pense que cela a été un facteur de dissuasion énorme, parce que vous n'affrontez plus seulement Israël. Vous vous retrouvez maintenant face à la marine américaine, et comme l'Iran est peut-être sur le point de le découvrir, ou l'a peut-être déjà découvert au moment où ceci sera diffusé. Vous savez, la marine américaine est une force d'une toute autre nature de pratiquement toute autre force de combat dans le monde. Puisque vous avez si joliment fait la transition vers l'Iran, vous savez, je ne sais pas, vous venez souvent en Israël. Je voudrais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes après la guerre ou que nous sommes avant une autre guerre? J'ai l'impression que nous sommes dans une sorte de limbe. On en a plus ou moins fini avec Gaza,
Mais attendons de voir ce qui se passera avec l'Iran. Avez-vous aussi l'impression qu'il règne ici une ambiance d'après-guerre? Je pense que c'est les 2. Oui, vraiment, c'est les 2. Vous savez, j'ai des amis qui travaillent dans certaines unités assez spécialisées de Tsahal et ils ont été rappelés hier soir pour remettre l'uniforme. Donc, vous savez, il y a clairement le sentiment que l'État d'Israël prend cela très au sérieux et comprend ce qui pourrait être sur le point de se produire. Mais à Ben Gourion, il n'y a plus d'affiche des otages. Oui, cela saute aux yeux. N'est-ce pas incroyable? Oui, oui, c'est la première fois. Je n'ai jamais C'est la première fois que je vois, la première fois. Je n'ai jamais, avec tous les voyages que j'ai faits pour représenter Israël depuis le 7 octobre, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'on en arriverait à un point où il n'y aurait plus d'affiches. Tu croyais que le Hamas allait céder? Non, je ne le pensais pas. Ce levier. J'ai toujours cru que la libération des otages passait par Doha, voire par Ankara, mais je ne pensais pas que le levier était là-bas. Jamais je n'aurais cru que Trump les soudoyerait, c'est finalement assez inspiré. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc le Qatar, toi, en échange. Oh, Nous soudoyons le Qatar. ouais, ils ont eu, tu sais, toutes ces garanties de sécurité. En fait, tu sais, pour un tout petit pays, au cours des 2 dernières années, ils se sont transformés en un acteur clé au Moyen-Orient. Ils sont 330 000 habitants, ils n'ont pas d'armée. Incroyable ce que l'argent peut faire. Oui, absolument. Maintenant, ils occupent une position stratégique et ont vraiment réussi, mais ils possèdent une base militaire. Oui. Je sais, mais d'accord, revenons à l'Iran parce que c'est vraiment important, parce qu'on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Tu es une experte militaire. Donne-moi les scénarios ici, André, parce que tout le monde est sur des charbons ardents. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on fait face à un tigre de papier et une guerre courte, comme la guerre de 12 jours? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de plus long? Est-ce qu'Israël va faire le sale boulot? L'Amérique va-t-elle intervenir à la fin? Quel est ton avis? On ne t'en tiendra pas rigueur? Il y a beaucoup d'options, mais il faut d'abord rappeler que la force militaire n'est qu'un levier du l'art de gouverner. La diplomatie et l'économie sont les deux autres. En 2026, l'information devient le quatrième. Oui. Donc, nous avons vu tous ces leviers être actionnés au cours des dernières semaines. Tu sais, les sanctions fonctionnent clairement. Washington essaie quelque chose qui ressemble à de la diplomatie. Je suis sceptique quant à la réussite de cela, tu sais, conclure un accord avec les Iraniens. Tu penses qu'ils font ça juste pour dire qu'ils ont essayé? Oui, je pense. Exactement, je pense. Je ne pense pas que qui que ce soit le ferait. Ce qu'ils ont déjà fait? N'est-ce pas? Oui. Oui. Cela permet aussi au troisième levier d'apporter l'équipement nécessaire dans le Golfe, prêt à frapper. Nous avons maintenant vu 2 groupes de porte-avions. D'accord. Un grand afflux de chasseurs venus de diverses bases en Europe. Ce n'est toutefois pas encore comparable à l'Irak, ce qui montre l'ampleur de cette campagne. Donc savoir s'ils ont suffisamment de moyens sur le terrain pour réellement renverser le régime, ça reste à déterminer pour être honnête. Mais en examinant les options militaires, j'en vois 2 possibles. D'accord. La première consiste en une sorte de frappe limitée pour essayer de les forcer à revenir à la table des négociations et à abandonner l'Iranien. Mais ils sont à la table, mais ils ne sont pas sérieux. Oui, ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord pour faire n'importe quoi. Oui, donc essentiellement une frappe d'avertissement d'abord et dire mais si vous ne venez pas à la table et ne nous donnez pas ce que nous voulons, alors il y en aura beaucoup plus. Donc cela constituerait une voie logique d'escalade. Où ils pourraient simplement y aller et vous verriez vague après vague de frappes aériennes sur une base quotidienne, voire hebdomadaire, où ils démantèlent systématiquement le régime, les gardiens de la révolution et toutes les institutions de sécurité. Maintenant, nous savons que Trump n'aime pas les guerres longues et prolongées. C'est exact. Cela pourrait donc aboutir à une solution intermédiaire avec une frappe aérienne majeure mais sans résultat décisif. Mais n'est-ce pas ce que nous avons eu en juillet? À peu près. Qu'est-ce qu'il faut pour renverser le régime? Parce que, je veux dire, pour nous en Israël, on a toujours eu l'impression que la grande guerre serait avec le Liban, vous savez, avec le Hezbollah. Nous leur avons coupé l'herbe sous le pied avant même qu'ils ne sortent. Nous avons fait la même chose avec l'Iran, d'une certaine manière. Nous avons réussi à détruire la moitié de leurs lanceurs, vous savez, la moitié de leur état-major supérieur. Tous les scientifiques nucléaires avant même que la guerre ne commence. La question est, n'a-t-on pas encore quelques tours à jouer? Et puisque le peuple s'est maintenant levé, n'est-ce pas le moment où l'on pourrait faire quelque chose de plus modeste? Peut-être que c'est juste moi et mon côté optimiste. Faire quelque chose de plus modeste, puis le peuple prendra simplement le relais. Ou est-ce que c'est beaucoup? Oui, Peut-être, mais le régime iranien dispose d'1 million de soldats. 1 million d'hommes Oui. sur près de 100 millions de personnes. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup. Nombre d'entre eux sont des loyalistes fondamentalistes, animés par une foi religieuse, pas seulement payés pour cela. Ils sont donc très motivés à ne pas changer de camp, abandonner ou refuser de se battre. Ça complique les choses. Il existe 11 commandements régionaux du CGRI dans le pays, chacun ayant plusieurs commandements subordonnés. Donc si tu veux démanteler cet appareil sécuritaire, tu dois frapper chacun d'entre eux.
C'est une énorme liste de cibles. Donc 11 commandements 11 commandements. et aussi des niveaux en dessous de ces 11, bien sûr. Et y avait-il du crédit à accorder aux rapports selon lesquels certains d'entre eux changèrent de camp? Et aussi, les Iraniens ont leur propre armée qui n'est pas le CGRI, ou bien qu'ils changeaient de camp ou que la police changeait de camp. Était-ce simplement un vœu pieux? Je veux dire, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de vraiment confirmé à ce sujet. Et bien sûr, il y a ce blackout médiatique, ce qui rend l'obtention d'informations sur le terrain vraiment difficile. Nous sommes aussi en guerre de l'information. Bien sûr. Il y aura des relations publiques et de la propagande des deux côtés. Je considère que nos efforts, les efforts occidentaux, israélo-américains et européens, ne sont pas malveillants, mais ils essaient certainement de faire pression sur le régime, bien sûr. Et aussi pour aider la diaspora iranienne, et leur donner de l'espoir également. Nous cherchons 3 éléments pour un changement de régime. Un choc militaire, des personnes changeant de camp ou refusant de combattre. Nous cherchons un soulèvement populaire, ce que nous avons vu et qui a été brutalement réprimé. Donc, savoir s'ils ont encore assez d'énergie pour recommencer, c'est un facteur intéressant qu'il faudra surveiller. Et enfin, un choc psychologique. Cela ressemble à un commandant ou un dirigeant vraiment haut placé qui change de camp, fait défection, est tué, prend la fuite, quelque chose, un mouvement sismique majeur. Pensez à Assad fuyant la Syrie. C'est l'équivalent auquel je pense. Nous recherchons vraiment ces 3 choses et nous manquons encore de preuves pour affirmer si l'une d'elles est en cours actuellement. À moins que, je suppose, ce ne soit justement l'essence de l'attaque, si elle a lieu. Je veux dire, je ne sais pas comment on ferait ça, mais il faudrait tuer Khomeini. Oui, exactement. Et ça, tu sais, c'est le choc. Oui, mais je pense qu'il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que les Iraniens auront tiré des leçons de la guerre de 12 jours. Tu sais, Ils auront identifié leurs faiblesses et vu comment Israël a aisément détruit leur défense aérienne. Donc, ils auront passé les 7 ou 8 derniers mois à changer de tactique. mais est-ce que c'est suffisant cependant pour changer, se réorganiser et récupérer tout ce qu'ils ont perdu? Nous avons évoqué le Hamas, leur adaptabilité et intelligence. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Jamais. C'est vraiment important de ne pas faire ça. Bref, le mois dernier, j'ai eu un briefing à Tel Aviv où ils sont assez certains que leurs stocks de roquettes sont maintenant revenus au niveau où ils étaient avant la guerre de 12 jours. Waouh, ils disent avoir acheté des roquettes chinoises, Des roquettes, néanmoins, n'est-ce pas? ça fait boum et blesse toujours. Qu'ils puissent les lancer ou non reste incertain, car on ignore la situation des lanceurs. Israël a été très efficace pour les détruire. Il y a tant de variables ici. Ce n'est jamais facile. Qui prétend le contraire est un imbécile ou un menteur. Et tu as décidé de venir ce week-end? J'espère juste pouvoir rentrer chez moi. Yes. Il y a eu une sorte de tempête hier. Un ancien haut responsable des forces de sécurité a dit à la télévision israélienne: Je ne partirai pas ce week-end. Et les gens sont devenus fous. Et le ministre des Finances a dit: Non, 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 oubliez ce qu'il a dit. Donc, c'est là où on en est. Non, on est tous sur des charbons ardents. Mais ça fait 3 semaines qu'on est comme ça. Je croyais que ça arriverait il y a 3 semaines, mais finalement, personne n'était prêt, non? Eh bien, Trump avait le porte-avions dans les Caraïbes pour ses manigances au Venezuela. C'est ça. Je pense qu'il y a une leçon importante pour la Maison-Blanche et le Pentagone sur la nécessité de maintenir ces porte-avions là où ils sont requis. L'Amérique possède 11 groupes de porte-avions, mais seule la moitié est disponible à un moment donné, le reste étant en maintenance. Et combien en avons-nous ici maintenant? Nous en avons 2 ici. Et tu penses que c'est suffisant? Peut-être, selon leurs objectifs. Veulent-ils mener une campagne sur plusieurs jours ou semaines, en plusieurs vagues? Est-ce suffisant? Probablement pas, sauf s'ils veulent faire quelque chose de plus limité, alors oui. Et Andrew, penses-tu que ce serait complètement impossible sans des troupes au sol? Et c'est vraiment la question cruciale. Parce que, tu sais, regarde, on a tellement de choses. C'est ce que tout le monde. De nombreux changements de régime au Moyen-Orient se sont très mal déroulés, avec ou sans troupes au sol. Vous savez, l'Irak a été un désastre, pas pire. La Libye a été un désastre. Oui. Il a fallu des années pour qu'Assad soit renversé en Syrie, et cela n'est arrivé qu'à cause d'incidents internes. Le régime est tombé car Hezbollah était impuissant uniquement à cause de la guerre avec nous. Oui, et ensuite la Turquie a soutenu HTS pour intervenir et le renverser. De nombreux exemples ont mal tourné, d'où l'importance d'une bonne planification et stratégie. Et si on regarde toutes ces choses, l'erreur qu'on a faite à chaque fois, c'était de ne pas avoir défini clairement un objectif stratégique final. Nous utilisons la force militaire pour atteindre cet objectif politique. C'est ça. Et si vous pouvez tirer une leçon claire des 20 dernières années, c'est bien celle-là. C'est une erreur qu'Israël a faite à Gaza. Pendant 2 ans, nous demandions: quel est votre objectif final?
Est-ce réaliste ou atteignable? À la fin, M. Trump a fait l'intervention décisive. Oui, Oui, cela remonte à Clausewitz et à la pensée prussienne du début des années 1800. C'est une leçon intemporelle. eh bien oui, nous ne sommes pas très bons en stratégie. Nous sommes comme des maîtres tacticiens, mais nous ne sommes pas doués pour la stratégie. Peut-être que c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas habitués à penser sur le long terme, parce que nous vivons au jour le jour ici. Et aussi, c'est incroyablement compliqué. Oui, Tu sais, c'est vrai. c'est une partie d'échec en 10 dimensions au Moyen-Orient. Chaque action a des réactions inattendues et on ignore la direction prise. Tu sais, qui a vu Assad tomber? Personne. Non, vraiment. Personne n'a vu ça arriver, tu sais, et c'est dire à quelle vitesse les choses peuvent changer ici. Cela rend l'élaboration d'une stratégie très difficile. Je joue un peu au général de salon. Non, non, mais c'est vrai. Tu ne peux pas, tu sais, planter ton drapeau dans le sable et dire que c'est ce qui va se passer dans un environnement aussi complexe où tout peut arriver. J'espère que tout ira bien. Quel serait le meilleur scénario si on rêve un peu? Le rêve absolu, c'est que ces trois leviers, militaires, diplomatiques et économiques, poussent le régime à simplement abandonner et fuir. Oui, quand ils verront qu'il n'y a pas d'issue. Aucune issue, ils sont acculés. Le peuple va se soulever. Il a manifestement un soutien secret des Américains et d'Israël sur place. Ils comprennent le message et demandent: Hé Poutine, peut-on avoir une datcha? Ça va devenir un peu encombré à Moscou, non? Ils ont déjà Assad là-bas. Grâce à Assad, j'ai passé 3 examens des yeux, comme quoi chaque situation a du bon. C'est vraiment incroyable. Alors, sur quoi te concentres-tu en ce moment, André? Quel est ton principal objectif? En termes de sujet ou d'activité, Oui, les deux. j'adopte une approche différente car la situation militaire s'est calmée depuis quelques mois. J'ai aussi une formation en psychologie et une formation à Sandhurst. Un article va paraître sur la psychologie de la désinformation, expliquant pourquoi le cerveau se laisse tromper et comment des acteurs malveillants nous manipulent. Peut-être pouvez-vous nous aider à élaborer une meilleure stratégie pour la guerre narrative que nous avons lamentablement perdue. Oui, j'ai été en Israël cette semaine à une conférence sur ce sujet. Les gens sont conscients du problème. Mais vous savez, c'est un problème qui dure depuis 2500, voire 3000 ans, parce qu'il trouve ses racines dans l'antisémitisme. Oui, c'est un joli. C'est un jeu de chiffres. Oui et non. Nous n'avons aucune stratégie. Nous n'avons pas les effectifs. Oui, je te l'accorde pour l'information. Nous n'avons aucune stratégie. Et aussi, mon principal reproche, c'est que peu importe comment tu veux l'appeler, notre guerre des récits est très politisée. Et je crois vraiment que nous devrions avoir, comme nous avons une autorité pour l'innovation, une autorité pour la guerre des récits, avec des professionnels, avec des départements. Prenez ça au sérieux. Je suis complètement d'accord. Et la grande erreur qu'Israël a commise ces dernières années, c'est d'essayer de combattre l'émotion par les faits. Exactement. Parce que si tu veux te disputer avec ton partenaire, ton mari, ta femme, peu importe qui c'est, Ce n'est pas une question de fait. ça chauffe. Tu dis: calme-toi, tu es irrationnel. Oui. Comment ça se passe? Ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Tu peux demander à mon mari. J'imagine bien. Mais bah, tu sais, c'est ce qu'Israël fait effectivement parce que les gens sont bouleversés par l'image d'un enfant mort ou quoi que ce soit d'autre. Oui, Et la réponse israélienne a été: oh, c'était une frappe aérienne légale et proportionnée, ou bien nous avons suivi un processus de ciblage. exactement. Les gens disent: je m'en fiche, je suis très en colère pour cet enfant mort, ce qui est compréhensible. Absolument. Et comment on lutte contre cette émotion, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et donc, tu écris un article sur la guerre psychologique et je pense vraiment que nous sommes dans cette guerre hybride. Donc c'est militaire et c'est bien sûr de la propagande, un récit, et la psychologie fait partie de cette propagande, de ce récit, n'est-ce pas? Plus que jamais, à l'ère des réseaux sociaux, je parle de la guerre convergente. Convergente. J'ai repris ce terme d'Eric Weinstein, le scientifique, lui dit hybride, mais convergente convient aussi. C'est un terme courant. En fait, convergente, c'est mon terme, je l'ai inventé. Sympa. Parce que je pense qu'on est au-delà de l'hybride maintenant, où la technologie, l'information et les tactiques se font de toutes en une seule. Oui, Et un excellent exemple est: pensez à la pause entre l'opération de Khan Yunis et l'opération de Rafah à Gaza. Il y a eu une pause de 4 mois entre janvier et avril avant qu'ils n'interviennent réellement. Et cela a été rendu possible grâce à l'information. Tous les regards sur Rafah, vous vous souvenez de cela? exactement. Et c'est ce qui a poussé Biden à empêcher Israël d'intervenir. C'est ce que je ne cesse de répéter aux autorités israéliennes. Je leur répète sans cesse, vous pensez que c'est séparé, mais en réalité, cela a des implications sur la sécurité nationale. Et j'utilise cet exemple. Oui, eh bien maintenant vous avez le terme guerre convergente et il a été présenté pour la première fois sur JNS. Très bien, vous l'avez entendu ici en premier, la guerre convergente par Andrew Fox.
Donc, si vous deviez nous conseiller en ce moment, quelle serait la première chose que vous feriez? Disons que vous êtes maintenant la conseillère du gouvernement d'Israël. J'aimerais que quelqu'un vienne de l'extérieur et dise, les gars, il vous faut une solution. Ce serait mon rêve. Je commencerai petit, comprenant que ce n'est pas une victoire rapide. C'est ça. C'est difficile car avec les réseaux sociaux, on attend des pics de dopamine immédiats. Les gens veulent des solutions rapides alors qu'ici c'est un programme de rétablissement sur 20 ans. Je suis d'accord. Et pense à quand le Qatar a commencé, il y a 20 ou 30 ans. Oui, et il s'agit de partir de très bas. Essayez de trouver cette affinité émotionnelle avec Israël et le reste du monde. Montrez pourquoi Israël est important. Montrez que vous savez, montrez que les Israéliens. Sont des gens ordinaires. Exactement. Et j'hésite à le dire, mais c'est la perception. Vous savez, les Israéliens ont des cornes et tout ce qu'ils font, c'est tuer des Palestiniens. Oui, c'est évidemment absurde. Absolument. Il faut d'abord créer cette affinité au niveau le plus bas, puis mener une campagne progressive pour renforcer ce lien et valoriser les grandes qualités d'Israël. Les avancées médicales, les innovations technologiques et l'influence positive d'Israël au Moyen-Orient et dans le monde sont remarquables, Oui. et montrer cela aux gens à un niveau humain, au lieu de dire «nous avons trouvé un remède contre le cancer», Oui. et dire «regardez, voici quelqu'un de, je ne sais pas, Chicago, qui a été guéri grâce à cette chose. Aujourd'hui, il a 20 ans de plus et profite de ses petits-enfants. Humaniser cette histoire, c'est essentiel selon moi.» Non, je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle en fait la lettre que Charlie Kirk a écrite à Netanyahou disant exactement ce que vous dites et suggérant ce qu'il pourrait faire. Une campagne appelée MEC, tu t'es trompé sur nous, c'était son exemple et c'est très similaire à ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous, mais il faut une réflexion ou une solution. Je ne pense pas qu'on en soit là. Où était le ministère des Affaires étrangères ces 2 dernières années? Non, Tu sais, il n'y avait aucun réseau en place. Et en fait, tout ce que le monde a vraiment vu, c'est le porte-parole de Tsahal. oui. J'apprécie Daniel Hagari, c'est un bon gars. Mais un homme en uniforme reste un homme en uniforme avec un fort accent hébreu. Ça ne va pas, ça ne va pas marcher, Ça ne va pas marcher. ça ne va pas gagner. Les esprits, Non, parce que les gens ne veulent pas écouter, et ça ne va certainement pas gagner. je ne pense pas que ce soit juste une question de porte-parole. J'ai fait de nombreuses interviews. C'est vraiment une question de stratégie de communication, d'être simplement partie prenante de quelque chose où tout le monde se bat dans le même sens. Et pas, vous savez, imaginez que vous êtes un militaire. Imaginez faire la guerre avec eux sans commandement. C'est ce que nous faisons tous, d'une certaine façon. Oui, je suis complètement d'accord. Il n'y a tout simplement aucune structure de commandement. Et donc, en pensant maintenant à l'avenir d'Israël, disons que la guerre avec l'Iran est terminée. Comment voyez-vous le nouveau Moyen-Orient? Vous en avez parlé plus tôt. Toute la scission entre l'Arabie saoudite et le Qatar, dont je suis très bien informé, je suis très impliqué dans le travail des accords d'Abraham. Que pensez-vous de l'Arabie saoudite? Qu'est-ce qui, selon vous, les motive en ce moment à choisir un ancien allié comme ennemi ou à faire complètement demi-tour par rapport à Israël? Quand? C'est ce que nous faisions avant le 7 octobre. Et je pense que nous l'avons prouvé. Les preuves montrent que c'est pour cela que le 7 octobre est arrivé à ce moment-là. Les islamistes ne voulaient surtout pas qu'Israël fasse la paix avec l'Arabie saoudite. Oui, eh bien, je pense qu'il y a 2 raisons. Premièrement, l'Arabie saoudite est fauchée, Fauché, vraiment. Donc, leur grand plan est maintenant à court d'argent. mais n'ont-ils pas beaucoup de pétrole? Ils en ont, oui, mais il faut que le prix du baril atteigne un certain niveau pour que leur plan à long terme soit abordable, et en ce moment, il est bien en dessous de ce prix. Donc, ils sont sous pression financière. Wow. Le deuxième facteur, selon moi plus stratégique, est l'apparition d'une concurrence dans le Golfe et au Moyen-Orient absente avant la guerre. Car la Turquie et le Qatar ont obtenu d'énormes avantages. N'est-ce pas? Cela a instauré une compétition stratégique, car l'Arabie saoudite était la superpuissance incontestée au Moyen-Orient. Il était? Maintenant, ils ont des rivaux. Désormais, ils rejoignent le nouveau groupe au lieu de rester avec leurs anciens amis comme les États-Unis. Ils font ce qu'ils ont toujours fait et jouent sur les 2 tableaux. C'est presque la définition même de la façon dont les États arabes agissent sur la scène internationale. Les Qataris ont fait cela, ils ont misé sur les deux tableaux. Exactement. Ils recevront beaucoup d'argent de la Chine, feront des accords secrets avec l'Iran tout en tenant un beau discours à Washington. Et ils ont un autre avantage, comme ils ne sont pas une démocratie, ils peuvent réfléchir sur le très long terme. Donc, ils se positionneront non pas pour 2026, mais pour 2046, voire au-delà. Oui, et je suppose que pour eux, enfin c'est peut-être juste ma façon de penser, mais le fait qu'il puisse y avoir un Iran libre à l'avenir, probablement en ce qui concerne les prix du pétrole, ça n'aide pas parce qu'ils sont, tu sais, tellement riches en pétrole brut. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelques capacités de raffinage venant de l'Occident, et c'est tout.
le prix du pétrole baisse. Ouais, bien sûr, mais s'ils minent le détroit d'Ormuz, alors le prix du pétrole va grimper et ça arrangera vraiment l'Arabie Saoudite. Donc il y a toujours des dessous de cartes. Et comme je l'ai dit, si tu ramènes ça à l'aspect militaire, économique et diplomatique, ils réfléchissent absolument dans ces trois sphères. Tu sais, c'est vraiment formidable que tu viennes si souvent en Israël. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi? Qu'est-ce que tu dis à tes amis, à tes collègues, aux gens à qui tu parles à propos de l'état d'esprit ici? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que je pense que le charme d'Israël est immense et c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Il faut vraiment être ici pour le voir. Pour le comprendre, tu sais, il faut voir à quoi ressemble le front de mer de Tel Aviv. Oui, pour vraiment s'en rendre compte. Et tu sais, il faut voir ces gratte-ciel et tout ça, tu sais, ça ressemble à n'importe quelle autre ville occidentale. Oui, Et je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils s'attendent à ce que ce soit un peu mauvais ou quelque chose comme ça. Oui, Bagdad. oui, euh, et puis, bien sûr, il y a cet amour et cette attention évident pour le pays lui-même qui transparaissent vraiment, je pense, pour un étranger. oui, Ça devrait être un désert. oui, Ce n'est pas le cas. Grâce aux Israéliens qui mettent tant d'amour et de soin à leur terre, cela se ressent. Et puis je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des imperfections et des défauts, comme dans tous les pays. oui. Mais aussi le faire d'une manière humoristique. Je pense, Nous devons le faire, non? C'est l'humour noir qui a permis au peuple juif de survivre. Et tu sais, André, toi, nous sommes tous les deux britanniques. Qu'en penses-tu? Tu t'inquiètes pour ton pays? oui et non. Les Israéliens me demandent souvent cela. Leur perception de la gravité est un peu exagérée. Tu sais, Il y a des zones qui sont indéniablement mauvaises. n'est-ce pas? Tu sais, Tu vas à... Je vais demander. Je suis fan d'Aston Villa, donc j'y allais pendant le marché, tu vois. Le bazar. J'ai reçu des menaces de mort à cause de ça, et ce n'est pas normal, tu sais. Ce n'est pas normal. Donc, tu sais, il y a des domaines problématiques et aussi une légère subversion politique. Avec les députés pro-Gaza, c'est ça. c'est un vote communautaire. Au Royaume-Uni, sauf peut-être en Irlande du Nord, on ne vote pas ainsi. C'est ça. Vous avez votre député pour votre région et c'est à lui de s'occuper de ça. C'est préoccupant, mais la vie continue normalement dans la plupart des endroits, malgré l'absence de croissance du PIB. Tout le monde se plaint du temps, gère bien les files d'attente et reste obsédé par le thé. Une excellente gestion des files d'attente, c'est certain. Les Israéliens n'ont pas encore appris à faire la queue. L'enregistrement à Ben Gourion est l'un de mes endroits favoris pour observer les gens et leurs efforts. Faire la queue n'est pas quelque chose qu'Israël a réussi à maîtriser. Et enfin, je voudrais vous demander, vous savez, on entend des appels de différents partis politiques et groupes au Royaume-Uni pour, je suppose, boycotter les liens de défense d'Israël avec le Royaume-Uni. J'ai mentionné aujourd'hui quelque chose de curieux sur Zach Polanski. Je n'ai aucun respect pour lui. Mais il dit que nous devrions arrêter le partage de renseignements. Et j'ai répondu en disant, c'est pour votre bien, pas pour le nôtre. Pouvez-vous parler de ce partage de renseignements? En particulier du côté militaire. Vous savez, mon dernier article pour la Henry Jackson Society portait sur les leçons tirées de Gaza. N'est-ce pas? J'ai interrogé près de 100 soldats de Tsahal et compris leur façon de combattre, ce qui nous servira lors d'un prochain conflit. Israël a beaucoup à nous apprendre par sa méthode. Aujourd'hui, seuls l'Ukraine et Israël sont de véritables experts en combat. C'est insensé de ne pas apprendre des réalisations d'Israël ces 2 dernières années. Je vais vous donner un exemple marquant. Il y a 600 soldats israéliens en vie aujourd'hui qui seraient morts de leurs blessures en 2016 grâce aux innovations médicales et à la façon dont Israël a opéré un changement basé sur les données dans ses procédures médicales. Ça représente 600 familles, c'est incroyable. 600 familles ont leur fils en vie grâce à la manière dont Israël a innové pendant cette guerre. Pourquoi ne voudrions-nous pas apprendre de cela? J'ai assisté à 13 funérailles de collègues et amis tombés en Afghanistan. Waouh! L'idée que certains seraient encore en vie si nous avions appris de Tsahal est déchirante. Donc, vous savez, des choses comme ça, c'est comme vous dites, ça va nous rendre meilleurs. Cela veut dire moins de vols vers Brize Norton avec des cercueils drapés du l'Union Jack si nous faisons la guerre. Voilà le sujet. Je veux dire, sans parler du partage d'informations sur les islamistes radicaux susceptibles d'entrer en Grande-Bretagne et dont nous pourrions être informés. Nous avons déjà accueilli de nombreux Gazaouis, alors que l'accueil des réfugiés afghans a été mal géré, et nous avons dû en prendre 13 000 de plus après avoir compromis leur sécurité. Oh mon Dieu! Souviens-toi de ça. Ouais. Et je doute que le système, déjà si défaillant, ait vraiment contrôlé la sécurité de chaque Gazaoui arrivé au Royaume-Uni. Le partage de renseignements avec Israël est crucial maintenant.
eh bien j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais je ne veux pas être partial à ce sujet. Andrew, merci pour ton travail incroyable et ta voix. Tu es toujours la bienvenue ici. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.